Bonjour à tous, mesdames et messieurs, je suis Marcelin Gouvoy, très heureux d'être en votre compagnie. Merci de choisir Matin Bonheur et RTI1 pour vous réveiller. Très heureux au nom de toute l'équipe pilotée, dirigée par Zelika Eoura et bien sûr Christelle Akoussa qui est stampille de sa technicité. Ce troisième rendez-vous de la semaine. Alors, vous avez un époux, vous avez une épouse, vous êtes dans une famille recomposée. Alors, le thème aujourd'hui de la thématique, franchement, ça va faire jaser. L'enfant de mon mari ou de mon épouse ne me respecte pas. Que faire? Ah là, ça c'est un thème. Et celui qui va s'y coller, c'est bien sûr notre professionnel famille, notre coach famille, coach Joe Frédéric Zabi. Ce sera dans quelques instants aux alentours de 7 heures. Hein. Donc vous avez le temps de rester, de bien vous installer, mesdames et messieurs, pendant qu'on vous donne énormément d'informations. Régis est là, notre fameux Régis, là, le spécialiste des croissants. On a Renaud Kevin, il a été baptisé Richard Kimball, il est partout, à tout moment, il traque l'information. Et puis on a toute l'équipe, hein, Jean-Marc Oka, Béatrice Quadio, et puis tous nos opérateurs de prise de vue qui font partie, vous le savez, de la confrérie du matin. Matin Bonheur aujourd'hui, on a une pensée pour un grand joueur de foot, grand joueur de foot, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, El Pibe de Oro. Vous connaissez? Diego Armando Maradona, champion du monde 1986, icône intemporelle du ballon rond. Diego Armando Maradona qui célèbre aujourd'hui un an de plus, vous le constatez ici. Il embrasse la fameuse Coupe du Monde obtenue de haute lutte du côté du Mexique. C'était en 1986. Beaucoup dans ce studio n'étaient pas encore nés. 1986. Diego Armando Maradona avec son pied gauche magique. Il nous a fait vibrer, il a fait vibrer nos parents. C'est l'un des plus grands joueurs, de tous les temps. Ce n'est pas Messi, ce n'est pas Ronaldo. C'est Maradona quand même. Pelé, Maradona. Ça, c'est du football. Allez, on continue avec cette galerie de souvenirs. Événement qui a marqué l'histoire. Nous sommes le 30 octobre 1974. Mohamed Ali s'est retiré et il revient. Et vous connaissez les Américains. Leur comeback, voici ce que ça donne. Ce combat épique, magnifique, fatidique du côté de Kinshasa, au cœur de l'Afrique, sur la terre de leurs ancêtres. Ah, Mohamed Ali et Mr. Foreman, et ça c'est un combat qui aura marqué l'histoire, quoi. Ça a marqué l'histoire entière. Oui, ça fait jaser. Allez, Matin Bonheur, c'est également ça, l'image du jour. L'image du jour, regardez cette image du jour là. C'est assez cocasse et ça va forcément vous faire rire. Nous sommes aujourd'hui donc dans une classe qui lutte contre la tricherie. C'est en Thaïlande et puis des étudiants qui composent avec un carton sur la tête. Une méthode assez cocasse. Et si on faisait ça, ici, franchement, peut-être qu'on allait voir la vraie valeur des élèves. On ne sait jamais. Allez, merci d'être notre compagnie. Régis, il va venir. Hein. Il est où, Régis? Régis peut venir me rejoindre. Hein. Si on faisait ça debout aujourd'hui, ça fait bien. Hein. Ah, on va se mettre debout, Régis Kofi qui va venir pour l'info. Et je rappelle aujourd'hui qu'on aura toutes les rubriques. Et puis n'oubliez pas que dans le volet famille, nous allons parler bien sûr de avec notre coach. Et puis il y a aussi le coach Ounyoman qui sera là pour nous parler de choses et d'autres. On a énormément de choses à dire aujourd'hui. Et puis voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter la bienvenue à Matin Bonheur. Régis s'installe et dans quelques instants, grâce à la dextérité de Christelle Akoussa qui réalise cette émission, on aura la première édition du Flash à Matin Bonheur. C'est parti! Madame, monsieur, bonjour. Le CHU de Yopougon bientôt réhabilité à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 36 mois. Une signature d'accord et de marché entre l'État de Côte d'Ivoire et CTAO Bouygues Bâtiment a eu lieu hier dans les locaux de la primature. Alexis Ouedraogo.
Dans 2 jours, le CHU de Yopougon sera entièrement fermé. 36 mois de travaux pour le mettre aux normes internationales et garantir la bonne santé des populations. Ce mardi à la primature, les signatures de marché pour la réhabilitation du CHU ainsi que la signature de marché pour la construction de 5 services neufs ont eu lieu. Il s'agit donc d'un marché public de conception de travaux et fourniture d'équipements médicaux et non médicaux pour la restructuration, la réhabilitation et l'équipement avec le groupe CTAO BIV, bâtiment international, pour un montant de 40 milliards 819 millions de francs. Il concerne également 5 services neufs, à savoir un service neuf de traumatologie à l'hôpital général de Toumoudi, d'un service neuf des urgences à l'hôpital général de Daoukro, d'un service neuf des urgences au centre hospitalier régional de Séguéla, d'un service neuf d'imagerie médicale au centre hospitalier régional d'Abangourou et d'un noyau chaud à l'hôpital général de Bouna avec l'opérateur Agentis International pour un montant de 22 milliards 200 millions de francs. Et les partenaires se veulent rassurants. Donc on sera très heureux de démarrer les travaux le plus rapidement possible, je dirais juste en suivant la fermeture du CHU de Yopougon. On enchaînera immédiatement pour qu'il n'y ait pas de rupture et que le délai des travaux soit optimisé. La société Agentis est fière d'apporter modestement sa contribution au rapprochement de l'administration sanitaire des populations à l'amélioration des indicateurs de santé. La rencontre a vu la signature d'un accord de cession de terrain pour la construction prochaine de l'hôpital général de Yopougon Sud. Comment réduire les écarts entre hommes et femmes dans les filières maritimes? La question était au centre de l'édition 2019 de la Journée mondiale des mers. Selon l'Organisation maritime internationale, les femmes peuvent jouer un rôle prépondérant dans le développement du secteur. Lanciné Bakayoko nous en parle. Le transport maritime reste un univers très masculin. À l'heure actuelle, au niveau de la marine marchande, par exemple, l'Organisation maritime internationale ne recense pas plus de 2% de femmes dans la main-d'œuvre disponible en ce qui concerne la flotte des navires. Un chiffre pas du tout du goût de cette instance qui fait désormais de l'égalité des sexes l'une de ses valeurs fondamentales. Les équipes mixtes sont plus productives que les équipes à prédominance masculine et les lieux de travail mixtes suscitent une plus grande satisfaction au travail et améliorent l'engagement et la fidélisation du personnel. Cette question de la représentation de la gente féminine sur les navires est déjà au cœur de la politique du gouvernement de Côte d'Ivoire. Il importe donc que l'autonomisation des femmes dans le domaine maritime ne soit pas reléguée au plan de simples slogans. Mon département s'attellera à maintenir allumée la flamme de la sensibilisation et à coordonner toute action visant à contribuer à relever ce défi. À l'entremise de son programme sur les femmes du secteur maritime, la communauté internationale encourage à agir afin que les femmes puissent être formées au même titre que les hommes dans les instituts maritimes et ainsi acquérir le haut niveau de compétences exigé par le secteur. La tradition est maintenant bien installée pour attirer l'attention des décideurs et du grand public sur l'importance de la mer et la nécessité de la préserver, ainsi que pour souligner les actions de cette institution visant à garantir une navigation sécurisée. Mais ces déclarations bien intentionnées ont besoin de s'adapter à la réalité de la vie à bord. Les embarquements au long cours qui heurtent la vie de famille, les problèmes de carrière avec les questions de maternité sont des sujets à prendre en compte pour les femmes tentées par le grand large. On termine en bref et en images un colloque international sur l'histoire et la géographie se tient depuis hier à Abidjan autour du thème « L'histoire et la géographie, discipline d'éducation et de développement ». Objectif, revisiter les fonctions sociales de ces deux disciplines d'enseignement et proposer de nouveaux curricula en fonction de l'évolution de la société africaine et ivoirienne en particulier. Voilà qui marque la fin de ce premier point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité africaine.
Merci beaucoup, mon très cher Régis. Merci à vous également d'être là avec nous ce matin pour ce troisième rendez-vous de la semaine. Tous nos invités, c'est un délice, hein, sont déjà là. On n'est vraiment pas stressés parce que vous savez, c'est pas évident le matin comme ça de réunir tout le monde à 7h, à 5h, moins à 4h du matin. Mais grâce au professionnalisme de toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied, cela est possible, d'autant plus possible qu'avec beaucoup de sérénité, beaucoup de relâchement qui frise même la désinvolture, je peux lancer officiellement maintenant le fitness. On y va. Amis sportifs, bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Ce matin, une nouvelle séance de sport de qualité. Corde suivi d'un exercice d'abdominaux. On va commencer par l'échauffement. On commence en marche rapide. Tu invites déjà les bras. Top. Pour une nouvelle séance de sport de qualité. Voilà, et le coach, moi, ce qui me plaît chez lui, il est polyvalent. C'était coucou champion au début, maintenant c'est ami sportif, donc ça, voilà quoi. Chapeau coach, on vous retrouve demain, toujours avec la même fougue et surtout les mêmes figurants qui sont très très déterminés, tout ça, et ça fait plaisir à voir. Merci d'être à Matin Bonheur qui se poursuit avec maintenant la nourriture pour l'esprit, après la nourriture pour le corps. On va aller tout droit pour l'info, la revue de presse avec RKK, Renaud Kevin Kobia.
Ça va super bien. Ça va super bien. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on démarre avec une bonne nouvelle pour les populations ivoiriennes. Oui, Marco, et c'est Fraternité Matin qui l'annonce. Le gouvernement raccorde 400 000 ménages dans le cadre de l'opération Électricité pour tous, l'un des pans majeurs du programme social du gouvernement ivoirien. Laurent Gbagbo, condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison. Gbagbo, définitivement condamné à 20 ans de prison et 329 milliards d'amende. Cette condamnation intervient dans le cadre du braquage de la BCEAO qui a eu lieu pendant la crise post-électorale. Plus de précisions sur cette affaire dans le quotidien Le Jour Plus. Laurent Gbagbo qui fait toujours parler parce qu'on continue avec lui. Oui, et cette fois, c'est avec le Patriote qui titre ce matin « Gbagbo doit rester à Bruxelles ». Ces propos sont de Paulina Massida, représentante des victimes dans le cadre du procès à la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Selon elle, c'est la garantie de la poursuite de ce procès. Pendant que la représentante des victimes demande le maintien de M. Gbagbo à la CPI, on a un autre son de cloche dans la voix originale. Oui, rude bataille à la CPI, panique totale à Abidjan avant la libération totale de Gbagbo et Blé Goudé. C'est ce que dit la voix originale de ce jour. Et puis, on s'intéresse au Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly. Et c'est avec le nouveau réveil qui barre à sa une. Gon, ça ne passe pas. Ouattara disqualifié par ses ministres et conseillers. Selon le confrère, la candidature du chef du gouvernement à la présidentielle de 2020 ne passe pas. Et face à cette situation, eh bien, le RHDP lui cherche un remplaçant. Monsieur Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA, met en doute l'oufoutisme du président Ouattara. Oui, Marco, et c'est en ces termes. Ouattara n'a même pas participé aux funérailles d'Oufoué avant de partir. Alors, comment peut-il vouloir se dire oufouettiste? Et c'est à lire dans le quotidien aujourd'hui. On referme la rue de presse Renault dans un pays où la télévision et Internet étaient interdits jusqu'en 1999. Oui, Marco, il s'agit du Bhoutan, un royaume qui est situé en Asie du Sud. Ce pays mystérieux et très traditionnaliste qui est situé entre l'Inde et la Chine, qui avait été fermé aux touristes jusqu'en 1974, avait officiellement interdit la télévision et Internet jusqu'en 1999. Eh bien, n'étant plus possible d'isoler le pays de l'influence de la technologie moderne, le roi du Bhoutan a donc ouvert l'accès de ses bienfaits à la civilisation, à ses populations. Et le Bhoutan est donc le dernier pays à avoir commencé à regarder la télévision. Et matin bonheur, pourquoi pas, Marco, puisque maintenant ils ont la télévision là-bas. Absolument, on espère qu'ils nous regardent. Hein, On espère aussi. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Renaud. À demain, 6h10. Merci, Renaud. Merci, Marco. Oh là, bien, je me remercie oui, quand même, c'est du chauvinisme. Hein. Okay. Merci, Marco. Et vous, merci, Renaud. Merci, Renaud. Allez, voilà. À demain. À demain. Merci beaucoup, Renaud. C'est un plaisir de vous avoir. Et puis, le Bhoutan est le seul pays au monde à avoir un ministère du bonheur. Oui, un ministère du bonheur. Wow. Ça, c'est le cas de le signaler. Là-bas, ils mettent un accent majeur sur le bonheur des populations. Le ministère du bonheur. Le ministère du bonheur. On gagnerait à s'inscrire dans cette voie-là aussi dans les pays africains. Parce qu'on trouve... ministère du bonheur Le ministère du bonheur, à tout moment, fait des études, réalise des études pour s'assurer que les populations vivent mais vraiment dans le bonheur total. C'est le paradis. Et là-bas, au Bhoutan, il n'y a pas de SDF. Il n'y a pas de SDF? Non, c'est confirmé. Aucune personne qui ne dort dans la rue parce que le roi prend toutes les dispositions pour que les populations puissent avoir accès à des terrains pour pouvoir se construire des logements. Okay. Quand est-ce qu'on aura le ministère du bonheur dans un pays africain? Un jour, on l'espère. Ah, on espère. Un jour. Inch'Allah, on aura le ministère du bonheur de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Sénégal, tout ça. Mais de façon implicite, hein, chaque pays a son ministère du bonheur, c'est-à-dire tous les ministères combinés participe au bonheur des populations. Normalement. Merci infiniment, Renaud. On en apprend des choses avec vous, mon très cher Renaud. On vous retrouve demain 6h10, toujours avec le même plaisir. Coucou champion, coucou championne. J'espère que vous êtes bien réveillés, que tout se passe bien, que vous êtes avec nous, que vous suivez cette émission et nous serons ensemble. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h30. Alors, le mari, l'enfant de mon mari ou de ma femme ne me respecte pas. Ça, c'est dans le cadre d'une famille recomposée. Que faire? C'est la grosse question. Hashtag Matin Bonheur Famille. Envoyez-nous toutes vos questions sur le Matin Bonheur officiel, que ce soit notre Facebook, notre Instagram. Envoyez-nous toutes les questions, vos témoignages. Si vous avez été victime de cet état de fait, de cette situation-là, envoyez-nous vos témoignages. Allez, on a fait du sport, on s'est renseigné par rapport aux journaux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si on mangeait un peu? Hein? On y va.
Alors, chaque matin, dans Matin Bonheur, bien sûr, nous épinglons une nourriture qui fait partie du patrimoine du petit déjeuner de notre pays, de notre continent, tout ça, que ce soit ici ou ailleurs. Vraiment, on vous parle d'un petit déjeuner. Et aujourd'hui, la curiosité de Jean-Marc Oka, notre assistant, s'est promené, s'est baladé et s'est arrêté sur ce plat. Regardez, on l'appelle communément le dokounou. Alors, je sais pas, on dit dokounou, dokounou. C'est un plat togolais et il s'agit d'une pâte cuite à la vapeur grâce au mélange d'amidon, de maïs et de manioc fermenté. En Côte d'Ivoire, on fait également ce plat avec de la banane pilée préparée à l'intérieur des feuilles dans une marmite et on consomme ça directement. Waouh, c'est très bon le dokounou. Et j'en connais des personnes qui aiment ça à l'extérieur du pays, que ce soit à Paris, à Londres, à New York. Tout le monde a son histoire avec le dokounou qui peut être considéré comme un bon petit déjeuner à l'africaine. Allez Jean-Marc, demain on aura quel petit déjeuner? On aura un autre petit déjeuner demain. On a déjà vu le plakali, on a déjà vu le kejenou, on a déjà vu beaucoup de bonnes choses. Et tout au long de cette saison, jusqu'au 26 juin 2019, date de la dernière émission, on aura bien sûr tous les petits déjeuners. On aura vraiment voyagé. À suivre dans Matin Bonheur, c'est vrai ou faux, la rubrique de notre très cher Lassine Fofana qui doit être là. J'attends bien sûr que l'invité puisse venir. Le temps pour nous de vous rappeler qu'aujourd'hui, nous serons aussi en compagnie du coach Nyoman, avec qui nous allons avoir les 4 règles du coaching moderne, qui nous parlera bien sûr de cela. Et puis aussi, nous irons avec Lassina Ouattara qui va nous parler des informations qui sont vraies ou des informations qui sont fausses. Il y a beaucoup de choses qui se disent, hein. Donc il faut vraiment savoir vraiment qu'est-ce qui est vrai ou pas. Donc l'invité actu, M. Mambochimou Anselme, il est professeur de mathématiques. J'espère qu'il va venir sur ce plateau dans un instant. Avec lui, nous allons parler bien sûr de comment démystifier les mathématiques. Monsieur Mambo, vous pouvez venir. On va vous mettre le micro sur le plateau pendant que nous allons poursuivre notre émission. Et je rappelle bien sûr, mesdames et messieurs, que nous aurons toutes nos rubriques avec bien sûr notre Lassine Ouattara dans le vrai ou faux. Vous savez, cette rubrique qui permet de savoir tout ce qui se dit. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le mercredi 30 octobre 2019 et nous avons une pensée pour cette personne, grâce à la dextérité de Christelle Akoussa. On va remettre l'image de Mr Maradona qui brandit la Coupe du Monde comme ça. C'était en 1986, une finale qui est restée dans les annales. Avec son pied gauche magique, il a pris le destin de l'Argentine en main et il est allé battre donc le gardien de l'équipe adverse. Et c'était un match magnifique. La Coupe du Monde, grâce à ce pied gauche de El Pibe de Oro, c'est comme ça qu'on l'appelle, le gamin des rues de Buenos Aires, est aujourd'hui une icône internationale, Diego Armando Maradona. Et puis on n'oublie pas aussi un autre champion, un grand champion parmi les champions, icône intemporelle de la combativité, de la provocation, mais aussi du talent et du succès. Mr Cassius Clay, ou si vous préférez, Mohamed Ali. Là, un coup qui va être fatal à son concurrent Foreman. C'était en 1974, ici même sur les terres d'Afrique, les terres de leurs ancêtres, à Kinshasa. Un combat qui est resté dans les annales, tant il y a eu des moyens déployés dans la capitale de la RDC pour que ce combat-là soit un combat magnifique. Et je sais que vous avez assisté à ce combat-là, Monsieur Mambo, n'est-ce pas? Ça vous a fait quelque chose. Vraiment. Où est-ce que vous étiez le jour où il y avait ce combat? Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-nous tout. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir par rapport à ce combat 1974? C'était... Oh, je n'ai pas assisté à ça. Donc vous n'avez pas assisté? Non. Moi aussi, parce que je n'étais pas né. Mais vraiment, j'en parle comme si j'étais là. Hein. Moi aussi, je n'étais pas né en 1974, je n'étais pas encore là. Mais en tout cas, nos parents, les images qu'on a eues après, on a eu vraiment beaucoup de choses. Alors, monsieur Mambo, comment vous allez? Ça va. Ça va bien? Ça va, par grâce à Dieu. Il paraît que vous êtes un magicien qui peut démystifier les mathématiques. Bon, magicien, c'est un peu trop dit. Mais moi, les gens qui maîtrisent les mathématiques, pour moi, c'est toujours des magiciens. Effectivement. Alors, aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de comment démystifier les mathématiques. C'est ça. D'abord, comment on peut définir déjà les mathématiques? C'est quoi les mathématiques? Ok, si vous me permettez, quelques secondes, remercier quand même. On va laisser les remerciements, on va aller directement dans le vif du sujet. Directement. Voilà. Matin Bonheur, il n'y a pas les remerciements. Ce n'est pas le discours qu'on vient réciter ici, on vient directement, on va droit au but. C'est quoi les mathématiques? Ok, comme vous demandez de donner d'abord la définition générale, les mathématiques, c'est un ensemble de raisonnements cohérents. Voilà la définition.
Par conséquent, je vais signifier que tout le monde fait de la mathématique. Nos mamans au marché. Tout le monde. Ça s'impose à nous. Alors, dites-nous, comment faire pour démystifier les mathématiques? D'abord, quand on arrive pour la première fois en contact avec les mathématiques, comment ça se passe? Comment il faut les aborder? Comment les appréhender? Ok. Il faut dire que depuis le temps, les mathématiques ont été vraiment considérées comme étant une bête noire de nos enfants parce qu'ils avaient déjà une idée arrêtée à la chose. Nos parents nous signifiaient que les mathématiques étaient compliquées. Donc, ce qui a fait que nos enfants ont déjà une idée arrêtée directement sur les mathématiques. Sinon, en réalité, les mathématiques, c'est l'une des disciplines les plus simples. Voilà, les plus simples. La mathématique s'adapte à nous. Tout de suite, monsieur Marcelin, actuellement, vous êtes en train de faire de la mathématique. Hein. Ah bon? Comment ça? Oui, vous êtes quitté chez vous à la maison. Oui. Vous voulez résoudre une équation. L'équation dit comment faire pour réussir mon émission de ce matin. Ça, c'est mathématique. Ah ouais? C'est une équation. Vous avez des solutions. L'une des solutions vous dit, mais tiens, il faut être présentable. Okay. 2, il faut avoir des paroles justes au moment où il faut. 3, il faut arriver à être convaincant. Vous finissez, vous avez la solution. C'est mathématique. C'est vrai, c'est vrai. La vie est mathématique, au fait. Tout est mathématique. C'est pour ça que les grands philosophes sont mathématiciens. Effectivement. C'est ce que nous voulons inculquer aussi à nos enfants, de ne plus jamais considérer les mathématiques comme étant la bête noire. Aujourd'hui, nous constatons que les mathématiques sont devenues comme une maladie épidémique. En telle enseigne que nos enfants, vraiment, quand on leur parle des mathématiques, ils tournent le dos à la mathématique. Regardez aujourd'hui, vous allez même faire de la mathématique en quelques secondes. Hein. Tout de suite, M. Marcelin, si je vous dis 10 000 moins 20 000, vous voyez, pour l'heure, vous n'avez pas donné la réponse, mais vous allez le donner sans le savoir. Voilà M. Marcelin qui sort quelque part, qui trouve une chaussure qui coûte 20 000. Alors que vous avez 10 000. Vous voulez acheter la chaussure. Vous avez votre ami qui a les moyens. Qu'est-ce que vous faites? Je lui demande... Combien? Je lui demande 10 000. Vous lui demandez, vous lui empruntez. Je regarde son visage d'abord, s'il peut me donner. D'accord. S'il est gentil, on ne sait jamais. Bon, d'accord, non. Ce qui est sûr, vous devez acheter la chaussure. Donc, vous allez emprunter 10 000. Comme vous n'avez pas encore remboursé en mathématiques, emprunter, on dit, ça fait moins 10 000. Donc, 10 000 moins 20 000, ça donne moins 10 000. Parce que vous n'avez pas encore remboursé. Ah, c'est ça. Donc, voilà un peu ce que nous voulons faire comprendre aux enfants. Aujourd'hui, vous devez 50 000 à quelqu'un. Vous devez 50 000. Vous avez 70 000 francs. La personne se pointe à vous. Vous allez lui remettre les 50 000. Il doit vous rester 10 000. Non, vous avez 70 000. 70 000. Et vous devez 50 000. Donc, si vous lui remettez les 50 000, il doit vous rester 20 000. Il doit vous rester 20 000. Oui. C'est comme ça en mathématiques, on dit moins 50 000 plus 70 000, ça donne plus 20 000. Plus 20 000, oui. C'est tellement simple les mathématiques. Vous empruntez 10 000, vous empruntez 20 000. Vous avez emprunté combien? Vous avez emprunté au total 30 000. Vous n'avez pas encore remboursé. Donc on dit moins 10. Moins 20, ça fait moins 30. Quand on parle d'argent comme ça, c'est facile. Mais c'est ce que nous voulons. Mais justement. Donc, compter l'argent, comme on dit en Côte d'Ivoire, tout le monde est fort. Mais c'est quand on s'assoit sur la table et puis il y a beaucoup de X, Y, racine carrée. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire quelques émissions afin de pouvoir démystifier, faire comprendre aux enfants que lorsqu'ils sont assis, ils doivent transformer les mathématiques comme étant une vie humaine. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, M. Mambo. C'est un plaisir de vous avoir. J'en espère qu'au soir de la dernière émission, je serai fort en mathématiques et que mon père sera fier de moi. Il ne va plus se moquer de moi en mathématiques. Parce que, retenez-vous bien, mon père, il est géomètre, il maîtrise les maths. Il a toujours dit, mais pourquoi ce type-là, ça va vers la communication? Papa, je vais faire un effort pour être fort en maths. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va voir la prochaine fois un cours pratique. Oui. Vous allez venir avec votre tableau et puis... on aura bien sûr des informations avec vous. Merci, M. Mambo. Maintenant, je parlais du jeu enquête que vous voyez. C'est un jeu qui doit désormais amener nos enfants pour terminer, oui. Oui, à savoir que les mathématiques, on ne les apprend pas pour les notes, mais avec les mathématiques, nous pouvons créer des choses. Mais en quoi? C'est vrai que ce que vous avez dit, c'est vrai, parce que quand on était à l'école et quand on est allé après à l'université, on se disait, mais toutes les équations qu'on faisait là, ça nous a servi à quoi dans la vie? Effectivement, la vie est une série d'équations. C'est ça. Effectivement. Donc, vous voyez le jeu enquête. Le jeu enquête, comme la Côte d'Ivoire est un pays très hospitalier, alors j'ai décidé de faire un brassage interculturel entre la Côte d'Ivoire et tout le reste du monde entier. Ça veut dire quoi?
J'ai à mon actif 201 cartes et les cartes ne sont pas choisies au hasard. Je rentre dans un pays, un exemple banal, si le pays est composé de 20 villes, je fais 201 divisé par 20, ok? Le quotient est égal à 10, je récupère les images historiques ou artistiques ou religieuses. En même temps que l'enfant il joue le jeu, il découvre son pays. Donc, le jeu se joue comment? J'ai mis une formule, MT égale à 6T plus 15. Le T est une variable. Je vous demande, qui appartient à grand N. Un exemple banal, il peut dire, Célin, choisis-moi un nombre grand N. Vous pouvez dire, vous prenez T égale à 10. On fait 6 fois 10 qui donne 60 plus 15, qui donne 75 cartes. Vous choisissez le pays avec lequel vous voulez jouer. Si vous voulez jouer avec la carte de la Côte d'Ivoire, vous choisissez une seule carte. Je sors de la salle. Je vous montre comment vous menez l'enquête. Avant mon arrivée, vous finissez, je vais voir les 75 cartes empilées. Et j'ai une formule qui me permet de déterminer la carte que vous avez choisie avec exactitude sans risque de me tromper. Wow. Et c'est ce qui m'a amené à Belgique et j'ai été retenu comme l'un des meilleurs chercheurs du monde en mathématiques. Merci beaucoup. Pour moi, je vais vous donner des exercices pratiques. Oui. Ici, là, quand vous regardez derrière les caméras, d'un rapide coup d'œil, il y a combien de personnes? Vous regardez pendant 3 secondes, combien de personnes vous pouvez chiffrer? 1, 2, 3. Ne regardez plus, monsieur. Dites-moi, vous êtes fort en maths, dites-nous, il y a combien de personnes exactement là? 15. 15 personnes? Oui. C'est faux, 12. Ah, 12. Je l'ai eu. Je n'ai pas regardé derrière. Je l'ai eu. Non, mais vous êtes sur la bonne voie. Allez, merci bien. Félicitations. Merci. Venez nous booster pour les mathématiques parce que franchement, c'est la hantise de nos enfants. Merci d'être avec nous. Mathémoneur, le rendez-vous de l'information, là où on apprend des choses. Regardez cette émission. Et puis, à tous les annonceurs, tous les partenaires, n'ayez pas peur de l'heure matinale. Mathémoneur, c'est une émission qui vous attend et qui a des formules pour vous afin que vous puissiez faire la communication de tous vos produits. Venez, on vous attend, toute une équipe dévouée à ce qui est professionnel afin que vous puissiez faire en sorte que les Ivoiriens se réveillent dans de bonnes conditions. Et pour se réveiller, l'information est incontournable, capitale même. Dans un instant, nous aurons Lassina Ouattara pour vrai ou faux, mais avant, on va passer par l'info classique officielle, l'info vrai certifiée avec Régis pour le deuxième passage dans cette émission. Boutique de vêtements, d'ameublement, espace de distribution, magasin de jouets, hôtel, restaurant ou maquis, agence de voyage, agence de location de véhicules, espace de détente et de loisirs, RTI Publicité à travers son produit Vitrine vous offre un espace pour la promotion de votre commerce. Rendez-vous dans nos différentes agences RTI Pub pour vos achats d'espace à des tarifs compétitifs. Sur RTI 1, RTI 2, RTI Boaké, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et sur RTI Digital. Agence RTI Pub Plateau, contact 22 40 12 50, poste 47 43 et 47 45. Agence RTI Pub Cocody de Plateau Vallon, contact 22 40 12 50, poste 50 80 et 47 92. Agence RTI Pub Boaké, contact 22 40 12 50, poste 52 28. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Le ciel sera nuageux par moments avec de larges épisodes d'éclaircies en cours de matinée dans les régions partant du rivage océanique à la frontière nord du pays. Les masses nuageuses denses venant de la mer provoqueront des pluies matinales par endroits dans le sud du pays. Pour les variables de la matinée, elles seront comprises entre 23 et 25 degrés. 25 degrés donc à Abidjan, à Diaké, 24 à Bondoukou, Boaké, 25 degrés à Deloua et Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa et Korogo, 23 degrés à Mont et Odiéné, 24 degrés à San Pedro Sassandra, 25 degrés à Tabou et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi sera propice au développement de cellules orageuses suite à la présence d'instabilité dans le sud forestier et dans la bande centrale. Des pluies se manifesteront au fil des heures dans ces régions du pays et au nord on aura également des pluies en cours d'après-midi. Pour les températures de l'après-midi, 30 degrés s'affichera à Abidjan, à Diaké et Bondoukou, 31 degrés à Boaké, 33 à Daloa, Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa et Korogo, 30 degrés à Mont, 32 degrés à Odiéné, 29 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous.
everywhere you go. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité africaine. Au Cameroun, 42 personnes sont mortes dans un glissement de terrain à Bafoussam, dans l'ouest du pays. Le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Les opérations de secours sont toujours en cours pour tenter de retrouver les disparus. En Tunisie, les pluies diluviennes ont causé d'énormes perturbations lundi dans le pays, notamment à Tunis, la capitale, où des routes et des quartiers entiers ont été bloqués des heures durant. Des pluies également au Soudan du Sud, des pluies records du jamais vu depuis des décennies. Selon les Nations Unies, près d'1 million de personnes sont touchées. Les régions du Nord et du Nord-Est sont particulièrement touchées. Un phénomène exceptionnel qui fragilise un pays dans une situation humanitaire déjà désastreuse. En Centrafrique, Médecins sans frontières suspend une partie de ses activités dans la ville de Bria. L'annonce a été faite lundi, le week-end dernier. L'ONG a été la cible d'un braquage à main armée. C'est la 3e fois en 1 an et demi. Médecins sans frontières espère pouvoir reprendre l'ensemble de ses activités rapidement et appelle pour cela tous les acteurs impliqués à respecter les actions médicales et protéger les populations civiles. Se déplacer à Kinshasa, en République démocratique du Congo, c'est la croix et la bannière, une situation à laquelle tentent de remédier certaines start-up. Regardez. Des passagers qui se battent pour monter dans un bus, c'est une galère quotidienne à Njili, une commune populaire de Kinshasa. À 7 h du matin, des milliers d'employés et d'étudiants tentent de rejoindre le centre-ville. Mais faute de transport collectif suffisant, difficile d'arriver à l'heure et en forme. Chaque jour, nous sommes entassés comme les sardines dans des boîtes. Il faudrait qu'il y ait quand même le respect du corps de chaque personne. Nous mettons debout, on arrive fatigué, on n'arrive pas à bien étudier. Il faut qu'on nous ajoute vraiment des bis. Autre solution pour se déplacer dans la mégalopole, les taxis et les taxibus. Pour éviter les ravisseurs de passagers, les véhicules doivent désormais être de couleur jaune et afficher leur matricule. La course coûte 30 centimes de dollars. Et si les taxis sont de plus en plus nombreux dans la ville, l'offre reste malgré tout insuffisante. À cette heure, c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens qui sortent du travail et tout ça. Mais j'espère que j'en trouverai un. Certaines start-up, rêvant d'imiter le succès de Uber, cherchent à lutter contre le manque de transport et leur insécurité. Patricia a fondé Ubiscabs, une application pour réserver un véhicule avec chauffeur. Expatriés et cadres congolais peuvent réserver une voiture pour un prix entre 10 et 40 dollars. Pratique, mais hors de prix pour la majorité de la population. L'objectif également aujourd'hui, c'est de pouvoir toucher toutes les classes sociales. Là, on a commencé avec une classe moyenne, mais on voudrait garder le même standing, mais avec les différents modèles de véhicules, afin de pouvoir répondre aux besoins de toute la population. Mais les besoins sont immenses et les Kinois misent sur tous les moyens à leur portée, comme les taxis-motos. L'enjeu des transports collectifs est un défi immense pour la 3e plus grande ville d'Afrique et ses 10 millions d'habitants, dont la population pourrait encore croître dans les années à venir. À la frontière Éthiopie-Érythrée, le doute subsiste sur l'accord de paix. Pour de nombreux Éthiopiens, l'accord de paix signé entre l'Érythrée et l'Éthiopie, principale raison pour laquelle le prix Nobel de la paix 2019 a été attribué à Abiy Ahmed, est loin de s'être encore concrétisé. Voilà, c'est ici que prend fin ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à vous Régis. 6h33 à la Riviera 2, Riviera africaine, si vous préférez Riviera Sogefia. C'est au cœur d'Abidjan, dans la commune de Cocody. Un magnifique quartier construit donc dans les années 70. J'espère qu'on nous suit là-bas en direct pour Matin Bonheur, qui se poursuit avec cette fois la rubrique Vrai ou Faux. C'est parti. Lassina Ouattara, le passionné de journalisme, de tout ce qui est investigation, est avec nous. Bonjour Lass. Bonjour Marco. Aujourd'hui avec vous, nous parlons du fact-checking. Qu'est-ce que c'est? What does it mean? Alors, le fact-checking, on va dire, c'est une pratique journalistique
c'est né en réalité avec le journalisme et qui a toujours existé d'ailleurs. En fait, le fact-checking, c'est la vérification des faits. C'est une pratique journalistique, comme je l'ai indiqué. Mais en réalité, pourquoi de plus en plus à prendre l'ampleur? C'est un vocable qui revient. Tout simplement parce qu'on a affaire donc aux fake news, on a affaire donc aux fausses informations, on a affaire aux infox. Donc le fact-checking est une, on va dire, discipline, une pratique journalistique qui vient réellement, on va dire, débusquer donc, les fausses informations, les informations qui sont partagées, erronées, etc. Et donc pour pouvoir rétablir en fait une sorte de vérité. De plus en plus dans les rédactions, il y a toujours ce département-là, cette entité fact-checking, parce que c'est très très important. On l'a vu, on ne le dira jamais assez avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, où on a arrêté quelqu'un à sa place. C'est un véritable camouflet hein, pour la presse, hein, pour la presse, pour les médias française. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est que de plus en plus, c'est que les grands médias, qui sont par exemple des médias internationaux, etc., et même quelquefois des médias africains, sont en train aujourd'hui donc de se mettre au fact-checking. Ça devient quelquefois des cellules ou alors des services ou alors quelquefois des départements en charge de la vérification des faits. Parce que c'est quelque chose qui est devenu assez important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le discours des hommes politiques, aujourd'hui, on va dire le contenu des médias et tout ce qui est dit, par exemple, sur Facebook, sur Twitter, même sur WhatsApp, etc., tout ce qui est partagé aujourd'hui a la possibilité, évidemment, donc d'être fact-checké parce qu'on est à l'ère, éventuellement, donc des réseaux sociaux, on est à l'ère, éventuellement, de fake news. Donc, il est toujours bon de vérifier les faits, de faire du fact-checking pour s'assurer réellement donc, de la qualité, de l'intégrité de l'information. Et ça, c'est capital aujourd'hui de plus en plus. Est-ce que la RTI est parée? Ah oui, bien sûr. Comment? Alors aujourd'hui, donc, avec RTI Info, justement, qui est l'offre d'information sur le digital, on a donc une cellule qui s'occupe de la vérification des faits qu'on appelle les vérificateurs. C'est l'ensemble en fait des journalistes qui composent non seulement la rédaction RTI Info, mais également l'ensemble des journalistes de la rédaction, parce qu'on s'est rendu compte en réalité que nous avons près d'une centaine de journalistes donc, sur le terrain au quotidien. C'est radio, c'est télé, mais également donc, nos équipes donc, de la station régionale de Boaké qui sont sur le terrain et qui mieux que des gens qui sont sur le terrain, qui sont journalistes, qui sont formés et qui sont aguerris, avertis pour éventuellement donc, nous ramener les informations les bonnes et celles qui permettent éventuellement donc, de toujours rétablir la vérité. Une personne qui a de mauvaises intentions s'empare du téléphone d'un de nos représentants, des représentants de la RTI à Fekessédougou et pour vouloir s'amuser, envoie une image fabriquée à la base, à la station ici, à Abidjan. Bon, vous dites que c'est le numéro, ça émane du téléphone du correspondant. Comment on fait? Très bien. Alors, ça a l'air d'être un scoop. Tout à fait. Il est 19h58, donc 2 minutes de 20h, comment on s'en fait quoi? Tout à fait. Ça a l'air d'un scoop. On a il y a des strates donc, de vérification. Quand un reporter donc, nous envoie, ce que nous faisons, soit une image, peut-être elle est bidouillée, elle a été manipulée, nous, on a les outils techniques, évidemment, aujourd'hui, pour vérifier une photo, si elle est fausse ou vraie, et également donc, une vidéo, c'est pareil. Que ce soit un accident, que ce soit un accident, etc. Donc, toutes les photos qui viennent, toutes les informations qui viennent quelquefois, parce que, si vous voulez, celui qui est sur le terrain est donc la première source. Donc, avec lui, on a l'information. Ensuite, l'information, on la recoupe avec quelquefois d'autres sources parce que c'est vrai qu'on nous l'envoie, c'est un journaliste, c'est à 100% quelquefois vérifié, mais ça n'exclut pas éventuellement donc de mettre cela, de faire une sorte de fact-checking, de vérifier donc cette information en recoupant avec d'autres sources. Pour nous, ce n'est pas par exemple juste douter de l'information du journaliste, mais c'est plutôt assurer la qualité de l'information et la qualité en fait rédactionnelle parce que c'est toute une équipe, évidemment. Donc une forte information donnée par un seul qui reste juste la source, elle est toujours bonne, mais quelquefois plusieurs sources permettent éventuellement d'avoir de l'information juste et vraie. Alors là dans tout ce magma-là, parfois le fact-checking, il est bon, mais parfois il peut s'avérer un retardateur de scoop. Tout à fait. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'ère éventuellement donc, des réseaux sociaux, à l'ère du digital, je pense que la notion de scoop, je pense qu'il faut la relativiser. Il faut la relativiser tout simplement parce qu'aujourd'hui, à quoi sert réellement donc, un scoop? C'est-à-dire d'avoir une information, donc on est le premier donc, à donner, mais en réalité qui est une information qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas recoupée. On a parlé la dernière fois de mésinformation. Vous avez des journalistes des rédactions qui aujourd'hui ne prennent même pas le temps de vérifier, même pas le temps de recouper. Et finalement, donc, la question de scoop fait que tout le monde donc, est à l'affût. La soif effrénée de scoop. La soif effrénée de scoop, en réalité, c'est que vous avez quelquefois 70-80% des informations qui sont incomplètes, erronées, ou alors qui ne sont même pas justes. Ok, c'est bien, mais des fois aussi, au niveau de la RTI, on a failli, hein, ça faut le reconnaître aussi. Parfois, il y a des choses qui sont claires et nettes sur le net et nous, on ne le dit pas encore. On attend d'autres validations qui viennent de je ne sais où.
Alors, c'est simplement parce que nous sommes un média de service public avec un cahier de charges bien précis. Les autres, quelquefois, n'ont pas de cahier de charges. Est-ce lourd parfois? Alors, c'est pas lourd. Ça, je pose la question aux journalistes plus que vous êtes. Tout à fait. Est-ce que le fait que nous soyons cahier des charges, est-ce que ça n'alourdit pas nos process? Est-ce que ça ne rend pas ça parfois nonchalant, indolent? Très bien. Quand vous êtes un média de service public, c'est-à-dire que vous avez un rôle réellement donc, de cohésion, etc. Tout ça, parce que quelquefois, on se pose la question, pourquoi est-ce que la RTI n'a pas été? Mais tout simplement parce que c'est un média de service public, donc responsable de la cohésion. C'est un média d'abord, avant d'être de service public. Tout à fait. C'est un média. Et en tant que média, il y a des normes. En tant que service public, il y a des normes. Mais avant tout, on ne dit pas service public média, on dit média de service public. Ça veut dire que c'est le côté média qui doit primer. Tout à fait. Alors, quand on est un média, c'est la responsabilité. Et comme je vous indiquais, quelquefois, vous estimez que c'est lourd. Mais il faut savoir que la RTI... Non, ce n'est pas moi, c'est le public qui estime que parfois c'est déjà viral et nous, on en parle 2 ans après. Donc c'est ça, en fait. Alors, il y a le RTI bashing, tout ça aussi, ça provoque le RTI bashing. On nous allume partout, entre guillemets, hein, permettez l'expression. Oui, voilà, oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans tous les médias au monde, que ce soit AFP, que ce soit France 24, que ce soit donc les télés américaines, etc., CNN, donc toujours, il y a toujours cela. Mais là-bas, au moins, ils disent l'essentiel que tout le monde a aussi. Alors, il faut savoir les choses comme dans nos pays. Il faut savoir que le média de service public, oui, mais quelquefois, c'est des médias, donc, on va dire, d'information en continu. Ici, ce qu'on a, c'est que réellement, de quoi il s'agit, c'est que la RTI, en tant que telle, aujourd'hui, est devenue un média de confirmation de l'information. Ça veut dire qu'on n'est pas donc dans la course effrénée au scoop, on est plutôt là, nous, en tant que média de service public, pour donner la bonne information, parce qu'il s'agit donc de la cohésion, de la paix, etc., tout ce qu'on veut mettre dedans. Et ça, c'est assez important. Quand je dis que nous sommes un média de confirmation de l'information, tout le monde peut annoncer une information. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous sommes un média responsable, on prend le temps donc de vérifier, de faire du fact-checking, de recouper les sources officielles, les sources non officielles, etc. et tout ça, et donner toujours la bonne information. Et ça, ça se fait en combien de temps? En 6 mois, en 2 ans? Non, tout dépend éventuellement donc de l'information, tout dépend de la rumeur, tout dépend de donc, ce qui est donné comme information. Par exemple, j'avais pris la semaine dernière le cas de l'éléphant, de l'accident, comme il avait été indiqué, de l'éléphant, donc entre Tumodi et Yamsokro. Mais tout le monde l'a partagé et était certain que c'était vrai et tout. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons appelé simplement donc, les sources officielles, le ministère des Eaux et Forêts, qui nous a dit on n'a pas encore connaissance de cette information, donc laissez-nous vérifier. Mais ce que les gens veulent aussi, c'est que quand vous êtes en train de chercher, de rechercher, de vérifier, il faut pouvoir dire aux gens oui, nous avons eu vent de ceci, de cela, mais nos services sont en train de certifier. Au moins dire ça. Alors, mais rester dans le silence comme ça. Alors on ne reste pas justement dans le silence. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez important, c'est que RTI, c'est un média de service public avec plusieurs supports. C'est un peu un gros dos, c'est un peu un gros dos, un service public. Bien sûr, c'est-à-dire que quand la responsabilité, quelquefois, elle est lourde, non seulement en tant que journaliste, mais en tant que média du service public. Vous avez le processus, en fait, de l'information. Des fois, ça pèse aussi sur notre efficacité. Ça ne pèse pas sur l'efficacité, c'est juste qu'on n'a pas quelquefois la culture. Ça ne l'alourdit pas. Ça ne l'alourdit pas. C'est juste qu'on n'a pas conscience en réalité que la RTI, ce n'est plus le journal de 13h et de 20h ou de 15h, mais c'est également Twitter, Facebook, etc. Et même quelquefois des alertes SMS. Vous avez la possibilité, l'information a un circuit aujourd'hui. Vous avez l'information quelquefois qui commence sur Twitter, donc sur RTI Info, qui va donc sur Facebook, qui va sur Instagram, qui va par SMS, qui va même sur l'application mobile. Ensuite, les éditions classiques qu'on a, qui sont des 13h, 15h, 20h, etc. et tout ça, qui se retrouvent après dedans. Vous-même, un cas concret par rapport au fact-checking, vous passez sur le plateau de Matin Bonheur, il est 6h42. Vous parlez de, le net, le web, tout ça. Mais 6h42, ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau va passer sur le net à 17h. Pendant ce temps, on a vérifié quoi pendant ce temps? De 6h42 où vous êtes passé jusqu'à 17h. Vous trouvez que c'est normal ça? Alors ça, est-ce que c'est normal? C'est le processus. Non, est-ce que vous trouvez que c'est normal dans un environnement qui s'annonce concurrentiel où l'information à tout va? Vous passez sur un plateau à 6h40 et c'est diffusé sur le net à 17h, 18h où l'information est froide comme on dit dans le jargon. Est-ce que c'est ça le fact-checking? C'est le fact-checking ça? C'est ce processus? Non, justement, c'est pas de fact-checking. Voilà. C'est-à-dire que c'est juste en fait du contenu qu'on met en replay. Évidemment, donc il y a tout un process parce que si vous voulez cette indolence justement, cette indolence, c'est cette lenteur-là que des gens, à juste titre, ont le droit de réclamer. Pour que c'est vrai, il y a le fact-checking, c'est un média de service public, on le sait depuis 1963, mais quand même, il faut une certaine rapidité, même quand on ne peut pas dire quelque chose là-dessus, il faut mettre un écriteau pour dire, dans quelques instants, nous revenons sur ça. Au moins, ça permet que le public se sent respecté. Et il n'y a plus de RTI bashing quand c'est comme ça. Mais de plus en plus, je pense que vous l'avez remarqué donc, ces 2 dernières années, l'offre d'information justement sur le digital vient compléter l'offre qui était là. Aujourd'hui, quand vous avez RTI Info, l'information commence à RTI Info, se retrouve peut-être à la radio, à la télé, ensuite finit réellement donc soit par des dossiers, soit par des débats.
En réalité, je pense que c'est réellement, on va dire, le contact, la perception en fait qu'on a quelquefois des médias. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Les médias, ça fait du divertissement, ça fait de l'information, mais ça fait également, on va dire, la possibilité de créer de la cohésion. Du coup, si réellement vous mettez plus dans la possibilité donc de vous attarder quelquefois sur ce qui n'est pas important, alors que quelquefois l'information reste, on va dire, l'épine dorsale, ça, on se retrouve quelquefois dans des difficultés. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, en matière de fact-checking, en matière de fake news, il est toujours bon d'être prudent, de ne pas partager les informations donc, à tout va, parce qu'en réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a plus ou moins légiféré sur les fake news, et également, donc, il y a des lois qui existent, mais également, il faut savoir que quand vous recevez une information, si vous n'avez pas la source, si vous n'avez pas réellement, donc, vous doutez d'une information, autant ne pas la partager. Très bien, je suis d'accord avec vous, mais aussi il faut plus de flexibilité pour que l'information aille vite, parce que nous sommes des grands consommateurs d'infos aujourd'hui. On ne consomme plus l'info en 2019 comme on consommait l'info en 1980-1990. Il faut s'adapter aussi à certaines réalités. Je suis très heureux déjà que vous, au niveau de la RTI, déjà on y a pensé au moins pour atténuer un tant soit peu les attentes qui sont très énormes, et c'est normal pour les gens qui payent la défense des téléspectateurs. Merci beaucoup. La prochaine fois, nous allons alors, parler. on va expliquer comment est-ce que donc on peut déceler donc une fake news, une fausse information, une infox, que ce soit une photo, une vidéo, ou un texte, ou alors sur un site internet, une information que vous avez reçue. Est-ce que c'est une fausse information, une vraie information? Et puis, je vais vous demander ce jour-là, quel est le meilleur modèle de fact-checking le plus rapide possible pour vraiment donner des informations fiables en temps réel et surtout à une vitesse très appréciée et appréciable. Avec un plaisir. Merci beaucoup, Lassina Ouattara. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Parlons d'échange, justement. Nous allons aller maintenant directement, sans transition, cette fois avec notre coach Jean-François Yoman, les 4 attitudes indispensables d'un manager moderne. Très heureux de vous retrouver pour cette saison. Le plaisir est partagé, Marco. On a une douzaine de minutes avec vous pour parler donc, des 4 attitudes indispensables d'un manager moderne. C'est quoi un manager moderne? Il y a des managers vétustes, des managers dépassés? Oui, ils peuvent l'être par leur mode de fonctionnement. Ils peuvent l'être par leur façon justement de diriger leurs équipes et de les amener justement à l'atteinte des objectifs. Ce n'est pas le manager en tant qu'individu, mais c'est sa façon de procéder. C'est pour ça qu'on parle justement d'attitude. Voilà, parce que l'attitude, justement, c'est 100% des objectifs ou des résultats que l'on obtient. C'est qui est manager moderne? Le manager moderne, justement, c'est un manager qui a pris conscience qu'il opère dans une ère qui est nouvelle, avec ses contraintes, avec ses exigences, avec justement la prise en compte aujourd'hui du facteur humain, qui est au cœur justement du système. Aujourd'hui, le plus important n'est plus forcément l'objectif que vous atteignez, mais c'est ceux avec qui cet objectif-là, il est atteint. Donc, nous verrons de façon très claire comment justement ce manager aujourd'hui doit tenir compte d'un certain nombre d'aspects s'il veut véritablement s'insérer dans la perspective du management actuel. Alors, comment on devient manager moderne? Eh bien, on devient manager moderne en étant déjà bien dans sa peau, en étant bien avec soi-même, en n'ayant pas un problème avec soi. La plupart du temps, on va constater qu'une personne va mettre les autres de mauvaise humeur ou va mettre les autres mal à l'aise que parce qu'elle n'est pas bien avec elle-même, à la vérité. Les personnes qui tentent de vous rabaisser, qui tentent de vous rabrouer, qui tentent de vous montrer, entre guillemets, que vous n'êtes rien, sont en vérité des personnes qui n'ont pas conscience de leur véritable valeur, de leur valeur intrinsèque. Donc le véritable manager aujourd'hui, c'est celui-là qui est vraiment, comme j'ai dit, bien dans sa peau, qui n'a pas en fait perdu de vue l'idée de se refaire constamment. On parle aujourd'hui de plus en plus de ce renouvellement de l'esprit. C'est-à-dire ne pas partir parfois dans une entreprise, ne pas prendre les manettes d'une entreprise en étant nostalgique des succès passés. Ou des gloires passées. Parfois, la gloire dans une entreprise A n'est pas forcément l'expérience que vous allez venir imposer dans une entreprise Y. Il faut pouvoir parfois vous adapter aux nouvelles réalités et puis éviter de vouloir faire des schémas bis repetita en espérant parfois que les personnes qui sont en face de vous ne sont que entre guillemets là pour exécuter. Aujourd'hui, on a dans la structure, dans l'écosystème d'une entreprise, des personnes qui ont fait des études,
d'accord, qui ont un certain nombre de choses à apporter, un certain nombre de valeurs à ajouter à l'entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure avec M. Lassinan. On ne manage plus, ou bien on n'appréhende plus les choses par rapport aux années 60, 70. Ce n'est pas pour dire que ce n'était pas bon là-bas. Exactement. Mais c'est pour dire qu'il y a de nouvelles réalités. Exactement. Sociétalement, ça a changé. Exactement. Même l'environnement. L'environnement de l'entreprise aujourd'hui n'est plus le même. Vous entrez dans certaines entreprises aujourd'hui, il n'y a plus de monsieur le directeur, il n'y a plus de patron, c'est les prénoms. On s'appelle par les prénoms. Les entreprises où on ne ferme plus les portes. Exactement. Où justement même le workspace est devenu quelque chose de open space maintenant. Je veux dire, le directeur, il est en face de vous, son bureau est tout à fait ouvert, vous le voyez, il vous voit, il n'y a plus de, séparation du patronat. Exactement, parce que le plus important reste justement le travail qui est le centre des objectifs que l'on est là pour atteindre justement. Et puis en deuxième élément fondamental, si vous voulez être un manager moderne aujourd'hui, eh bien, comme je l'ai dit, ne vous focalisez plus sur les résultats. Focalisez-vous sur les personnes qui provoquent ces résultats-là pour vous. Comme on peut le voir sur les images d'illustration, c'est vrai, vous êtes le manager, vous guidez les équipes, vous les conduisez vers l'atteinte d'objectifs, mais parfois, il faut pouvoir vous arrêter sur ces équipes-là elles-mêmes et puis les reconnaître dans le système. Leur donner justement cette reconnaissance qui fait que finalement, on se sent heureux d'être ou d'appartenir au système. Et ça, c'est vraiment un système de management qui tend à disparaître et qui peut justement peser sur les impacts en termes de résultats qu'une entreprise peut enregistrer. Coach, quelles sont les attitudes qui peuvent caractériser un manager moderne, concrètement? Bien, on a déjà vu deux aptitudes. Hein. La troisième, c'est vraiment savoir prendre les décisions quand il faut et ne pas s'appuyer malheureusement sur les ragots du système. Est-ce qu'un manager doit s'adapter au fact-checking de mon ami Ouattara Lassinan? Est-ce qu'il doit peser, sous-peser d'abord ou bien il doit avoir un moyen flexible d'aller vite, prendre vite les décisions de façon efficace? Le plus important n'est pas forcément d'aller vite, mais d'aller bien. Parce que finalement, le manager, il est en dernier ressort responsable de tout le processus. Absolument. Donc, dès qu'il prend une décision, il doit s'assurer que cette décision est dans le... Je veux dire, dans la stratégie, ça va permettre d'atteindre les objectifs, même si ça ne respecte pas forcément le process. Vous savez, des fois, on va voir des managers prendre certaines décisions qui ne respectent pas parfois le process qui est installé, mais l'objectif final, c'est quoi? On a atteint l'objectif. Et c'est ça justement, cette capacité d'écoute qui fait qu'on est capable de déceler dans l'employé ou dans le partenaire ou également dans le collaborateur qui est en face de soi une aptitude à trouver des solutions. Parce que le manager ne connaît pas tout. Le manager ne sait pas tout. Il n'a pas la science infuse. Ça, c'est en Europe. Mais en Afrique, le manager est déifié. Vous ne pouvez pas dire que c'est faux ce que je dis. Parce que vous savez ce que je dis. Exactement. En Afrique, ici, pendant une réunion, vous n'avez pas le droit de prendre la parole quand vous êtes nouveau, ou si vous prenez la parole, ce que vous dites peut conditionner votre durée de vie dans l'entreprise. Ça, c'est bien. Eh bien, Marco, c'est la raison fondamentale pour laquelle, en tant que coach, nous existons et nous n'arrêtons pas de dire aux managers, il faut vous recycler. Il faut une remise à niveau. Il faut absolument, quand vous travaillez dans un domaine d'activité, vous mettre à jour. La mise à jour n'est pas que pour les androïdes. La mise à jour, c'est aussi pour les individus. Et à un moment donné, quand vous êtes un tout petit peu dépassé par l'économie dans laquelle vous êtes, il faut avoir la modestie, l'humilité de vous dire, OK, j'ai écouté une émission telle que Matin Bonheur, j'ai besoin d'approcher un spécialiste qui peut m'accompagner, qui peut m'aider, et qui peut m'apporter. C'est l'image du manager dans nos pays, l'image du manager qui descend de sa voiture. Il y a 17 personnes qui attrapent son sac, qui attrapent son petit déjeuner, qu'il y a 12 personnes qui vont venir dans son bureau lui raconter n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec le travail. Exactement. Sans compter les 18 personnes qui vont l'attendre après pour lui cirer la main. Franchement, et c'est ça? Parce que c'est une perception malheureusement très traditionnaliste du chef, n'est-ce pas? Le chef a dit, en Afrique. Le directeur a dit. Mais ça change. Ça change. Hein. Nous, on est vraiment dans, on va dire dans l'antre des entreprises aujourd'hui. Voilà. Mais il y a de gros changements. Il y a de gros changements qui s'opèrent chaque jour un peu plus. Ça l'a produit dans nos sociétés. C'est très caricatural, ça. Mais c'est vrai que les changements arrivent progressivement à travers les sessions de formation, à travers les accompagnements, les coachings. Aujourd'hui, pas mal de managers africains et ivoiriens se font accompagner,
ont des coachs, se font suivre et justement ça, c'est une victoire. apprennent. Oui, c'est une victoire. Et bien sûr. quand vous êtes avec eux, les managers, parce que je sais que vous faites énormément de séminaires, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils vivent le changement de ce patronat dictatorial à ce patronat plus flexible, plus moderne? Comment ils vivent ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça va peut-être t'étonner un tout petit peu, mais oui, ils sont heureux. Parce que quelquefois, ils en souffrent. Ils souffrent de ce système qui, malheureusement, malgré eux-mêmes, s'est installé. Mais ils en profitent aussi. Oui, mais pas tous. Pas tous. Parfois, vous entrez dans un système en fait, qui s'impose à vous. C'est une façon de faire qui a été héritée et qui existe. Et vous ne pouvez pas faire autrement parfois que de composer avec. Même si c'est contraire à vos exigences, à votre façon de fonctionner. Je termine avec cette anecdote-là de ce chef d'entreprise qui prend les rênes d'une entreprise où les lundis matins, personne ne vient aux réunions. Personne ne vient aux réunions du lundi matin, mais il se pointe à 7 h à la réunion. Il fait sa réunion. Seul. Et à 7h30, 7h45, il se lève de la salle de réunion et il repart dans son bureau. Il a fait ça 2, 3, 4 fois. Ben, les gens ont commencé à venir parce que les mises à pied ont suivi, les lettres des demandes d'explication ont suivi. Et au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le système a commencé à s'adapter au patron qui était là en présence. Donc, Coach, des fois, c'est pas toujours... Il y a un directeur, on m'a raconté qu'il y a un directeur qui a décidé que chaque personne qui vient lui parler, quel que soit ce dont vous venez lui parler dans son bureau, il y a un rapport qui est fait et qui est sur le tableau d'affichage. Voilà. À 17 h, M. Yomo est venu me voir, il m'a parlé de Marco, il m'a dit que Marco est ceci, Marco est cela, et c'est affiché avec la signature du DG. Exactement. C'est des choses à faire. Il faut un changement de paradigme. Dès lors que le système se rendra compte vous assure que personne n'est allé dans son bureau après pour dans leur façon de fonctionner, au départ, il y aura forcément des résistances, mais on comprendra justement par votre posture. Parce qu'effectivement, on termine peut-être par ce point essentiel. Votre posture, c'est ça qui va déterminer quel est le genre de personne que vous êtes à la vérité. Au départ, peut-être vous pouvez les écouter, mais quand ils comprendront que ça ne passe pas avec vous et que quand on vient vous raconter des choses sur Marco, après, Marco est convoqué au bureau en même temps que vous pour que vous puissiez, en face de lui expliquer ce que vous avez comme grief le concernant. 1 ou 2 fois, le système est désamorcé tout seul et on se concentre vraiment sur les objectifs que sont ceux pour lesquels nous sommes réunis dans le travail dans lequel on est. Donc c'est ça justement le manager moderne. Il va épouser justement un système, une posture, une façon d'être qui est parfois une métaposition, un départi qui lui permet d'observer avec beaucoup de sérénité. Est-ce qu'on a des managers, on a ce genre de manager là en Côte d'Ivoire? Il en existe. Je ne peux pas citer des noms. Sur les 500 et quelques entreprises que nous avons. Je ne peux pas citer de noms, mais je peux vous dire qu'il en existe une floraison. Il y a tellement de managers. Quand on parle de managers, mesdames et messieurs, tout est dedans. Hein. Les chefs, les ministres, tous ceux qui... Voilà, et même ceux, par exemple, la vendeuse d'Aloco qui a 2 ou 3 personnes à sa charge et manager de son business. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est en global, on parle de tout le monde. Exactement. Merci infiniment, coach. On va parler, vraiment, on va en apprendre des choses avec vous. Et surtout, ce sera bon. Ce que vous dites est tellement bien que la réalisatrice est sous le charme. Elle me demande de vous dire de continuer. Alors, M. Yomo, vous avez 2 minutes. On joue les prolongations avec M. Yomo, mesdames et messieurs, sur le terrain du coaching. Eh bien, ce qu'il faut que vous puissiez retenir ici, chers managers, ce matin, c'est que si vous avez eu l'opportunité de suivre cette émission, c'est une aubaine pour vous aujourd'hui d'adapter votre système de management. On l'a vu dans la saison dernière sur les différents styles de management. Il ne suffit pas d'avoir un style de management. Il faut s'adapter justement aux donnes actuelles et comprendre que le manager peut en même temps être quelqu'un qui prend conscience à un moment donné de sa capacité à influencer ses équipes, mais aussi quelqu'un qui se laisse parfois, entre guillemets, influencer positivement, surtout quand il sait qu'il ne sait pas tout et que de l'équipe qu'il dirige peut émerger parfois le résultat sans qu'il n'en soit forcément celui qui a donné l'idée, qui a suscité l'émerveillement ou le succès de l'entreprise en question. Il faut vraiment pouvoir avoir une oreille, une écoute très active. Et ça, je pense que ça pourrait faire pas mal Question de un peu pour vous provoquer. Entre une femme et un homme, qui a les aptitudes naturelles d'un bon manager? Attention à votre question. La femme. La femme. La femme a une aptitude Les femmes sont naturelles. Pourquoi? À cause de l'instinct maternel. Les femmes sont amenées à manager naturellement. Voilà, du fait de leur instinct maternel. Ça va faire sourire beaucoup. Et du fait aussi du côté du cerveau justement qui est actionné chez la femme. C'est le cerveau droit, c'est le cerveau émotionnel. Donc, elle a beaucoup plus de capacité à prendre en compte un certain nombre de facteurs que l'homme
dans sa gestion un peu factuelle des systèmes et des valeurs, ne prend pas forcément en compte. Et justement, ce sont ces deux aspects-là qui sont mixés et qui donnent justement le bon manager. Donc, en chaque homme devrait se trouver quelque part un instinct féminin qui lui permet justement de jauger avec beaucoup plus de maestria la gestion de ses équipes au quotidien. Et maestria, vous avez trouvé le mot parce qu'il vous sied à merveille. Merci beaucoup à vous, coach Yoma, avec vous. Nous reviendrons les fois prochaines sur des sujets aussi intéressants que variés concernant bien sûr le coaching. Mesdames et messieurs, merci d'être à Matin Bonheur, là où on s'informe bien le matin. Il est 6h58 à Keigbaï, c'est dans le canton Badi-Est, à quelques encablures de Gagnoa. J'espère que vous nous suivez là-bas et que vous vous réveillez avec nous, mesdames et messieurs, sur RTI 1. Voici le dernier jet, dernière salve concernant l'information avec Monsieur Régis Kofi. J'observe, j'apprends, je m'exerce, je me frotte. Un jour, on m'a donné la main, je me suis frayé un chemin. Et maintenant, me voilà. J'observe, j'apprends, je m'exerce, je me frotte. Je crois en moi et je me sens prêt. Formation professionnelle pour préparer le futur. Dernier point de l'actualité consacré à l'international. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé mardi qu'il allait présenter sa démission, la démission de son gouvernement au 13e jour d'un soulèvement populaire marqué par de nombreux heurts dans les rues de Beyrouth. Son intervention a été accueillie par les vivats de la foule qui l'écoutaient en direct dans plusieurs lieux de rassemblement. Autre manifestation, cette fois à Bagdad, en Irak. Le couvre-feu instauré dans la ville a été un échec. Dans la capitale irakienne, des cortèges de manifestants continuent de défier le gouvernement sur la place Tahrir. À une centaine de kilomètres plus au sud, de nombreux manifestants affluent également à Karbala, tandis que la ville sainte chiite se réveille d'une nuit de violence. Au moins 14 personnes ont été tuées. Les députés britanniques ont approuvé mardi la tenue d'élections législatives anticipées le 12 décembre, élections par lesquelles le Premier ministre Boris Johnson espère retrouver une majorité et mettre en œuvre sa promesse de sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. En France, l'Assemblée nationale a adopté mardi en première lecture le projet de budget 2020 de la sécurité sociale, troisième du quinquennat d'Emmanuel Macron par 339 voix contre 188 et 23 abstentions. Toujours en France, il y a 40 ans, le corps de Robert Boulin, ministre du Travail de Giscard d'Estaing, était découvert dans un étang en forêt de Rambouillet. À une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris, sa fille a organisé mardi une reconstitution non officielle à l'étang où son père a été retrouvé ce 30 octobre 1979 pour faire avancer la vérité. La haute société du Golfe en raffole et leurs prix peuvent atteindre parfois des dizaines de milliers d'euros. Les faucons élevés en Espagne sont devenus les plus prisés, le pays premier exportateur mondial de ces rapaces. Reportage. Juan Antonio et sa compagne préparent un voyage pas comme les autres. Demain, 52 de leurs faucons, tous élevés dans leur propriété en Espagne, seront envoyés au Qatar. Les plumes doivent être toutes comme celle-là, vous voyez, tout entières. Sur les perchoirs, beaucoup d'hybrides de gerfaux,
le plus grand de tous les faucons, et de pèlerins, le plus rapide de tous. Chaque année, environ 150 rapaces quittent leur élevage de Castille, la plupart pour le Moyen-Orient. Là-bas, ils sont achetés des milliers d'euros par de riches amateurs de courses de rapaces ou de chasse. Vous avez des clients qui achètent des faucons pour les équipes du prince. Alors vous devez faire attention à ce que vous vendez et à qui vous le vendez. Vous ne pouvez pas vendre un rapace qui vaut la moitié de celui-ci à l'équipe d'un prince, tout simplement parce que ça vous ferme les portes d'un marché. Éleveur depuis plus de 15 ans, 60% des revenus de Juan Antonio proviennent des ventes vers l'étranger. Avec d'autres, il a hissé l'Espagne au rang de premier exportateur mondial de faucons. En 2018, le pays a déclaré quelques 2800 spécimens, envoyés presque tous vers les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou encore le Qatar. À Doha est organisée chaque année une foire internationale aux rapaces où les faucons espagnols sont très prisés. En Espagne, la température est similaire à celle du Golfe, autant pour la température que pour l'humidité. Donc, quand les faucons espagnols arrivent au Qatar, ils ne souffrent pas d'un changement de climat. Un acheteur du Golfe paie en moyenne 2000 € pour un faucon espagnol. Mais les rapaces d'une poignée d'élevages très réputés qui fournissent les familles royales du Golfe peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros. Il y a des cheikhs qui ont beaucoup de faucons, certains qu'ils ne connaissent peut-être même pas. C'est parce qu'ils disposent d'une équipe de fauconniers chargée de filtrer et de sélectionner ceux qui sont de qualité moyenne, inférieure ou très élevée. Ce qu'ils recherchent, c'est faire voler uniquement ce qu'ils trouvent satisfaisant, et seulement la première année. L'année suivante, ils n'en veulent plus et achètent de nouveaux faucons. Avec cette soif des acheteurs du Golfe, les faucons espagnols devraient rester les rapaces qui s'exportent le mieux au Moyen-Orient. On termine avec le Népalais Nirmal Purja qui a revendiqué mardi avoir achevé en un temps record de moins de 7 mois l'ascension des 14 montagnes de plus de 8000 mètres d'altitude. Un exploit l'imposant comme une nouvelle figure de l'alpinisme de vitesse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous. Il a filmé, vous avez vérifié l'information, le fact-checking. Est-ce que vous avez vérifié? Vous êtes allé sur la montagne pour vérifier si vraiment il était là-bas? L'information a été relayée par plusieurs médias. Non, mais ça peut être relayé comme vous aviez du pont de Ligonnès et puis ne pas être vrai. Est-ce que vous avez une preuve? Bon, avec image à l'appui. Avec image à l'appui? Ok. On vous fait confiance. Hein. On va trouver. Merci Régis. Merci Régis. Bonne journée à vous. On vous retrouve demain toujours avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. On espère que vous nous suivez de partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, on salue par exemple ceux qui sont du côté de Daloa, à Tazibou. On salue aussi M. Fofana Ibrahim, grand et fidèle téléspectateur de Matin Bonheur de passage à Abidjan, qui vraiment nous apprécie et nous envoie des suggestions. Merci infiniment. Envoyez-nous des données, tout ce que vous avez comme info, tout ce que vous voulez savoir. Nous allons mettre nos spécialistes à contribution. Hashtag Matin Bonheur officiel partout. On vous attend. Allez, la thématique que vous attendez justement en famille s'inscrit ainsi. L'enfant de mon mari ou de ma femme ne m'aime pas, me déteste. Que faire? Jingle. Ah, ça va chauffer aujourd'hui, hein, il le dit lui-même. Jo-Frédéric Zabi, bonjour. Bonjour Marco. Comment ça va? Comment vous faites même pour nous proposer les thèmes là? C'est des thèmes cocasses, hein? Mon inspiration vient de Manfla. Ça vient de Manfla, oui. Manfla, sous-préfecture de... C'est parti pour l'eau à Manfla. On salue justement ceux qui nous regardent de Manfla. C'est où Manfla? Manfla, c'est dans la sous-préfecture de Maminigui, dans le département de Zionoula, région de la Maraoué, en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Après ce cours de géographie très précis, on va aller maintenant à ce cours de famille. Comment on gère cette situation? Pour être plus sérieux, coach, ce sont des choses qui arrivent. Est-ce qu'on peut situer un peu le contexte? Oui, ce sont des choses qui arrivent dans les familles recomposées en général. Justement. Monsieur vient dans le couple avec ses enfants, avec des enfants qu'il a eu d'une première union, d'une précédente union. Madame vient dans le couple également, peut-être avec des enfants, et puis on se retrouve ensemble. C'est ce qu'on appelle en bon français une famille recomposée. Et non une famille décomposée. Non, pas une famille décomposée. Et donc dans ce contexte de famille recomposée, en général, bon, il y a des choses qui ne vont pas bien.
Il y a des choses qui vont moins bien, il y a des choses qui vont très mal. Et donc, c'est tout ça qu'on va décortiquer ensemble ce matin. Ok, posez-nous toutes vos questions. Hein. Je vois déjà clignoter le voyant hein, du téléphone et de tous les assistants sont à la manœuvre. On va vous répondre. Envoyez-nous toutes vos questions sur Matin Bonheur si vous vivez cette situation. On aura un témoignage. Nos envoyés spéciaux sur le terrain, comme chaque matin, sont déjà sur place. Béatrice Quadio, Jean-Marc Oka, avec qui on va essayer d'entrer en liaison pour un témoignage qui va étayer un peu ce dont nous allons parler. Alors, l'enfant de ma femme, l'enfant de mon mari me déteste. Comment on peut arriver à cette situation-là? Et c'est quoi détester? Expliquez-nous bien ce thème-là. En général, c'est avoir des ressentiments, par exemple, c'est ne pas respecter le papa ou la nouvelle maman qui est là, en fait. Généralement, comment ça survient? Comment ça arrive? C'est ça le problème. Avant d'en arriver à comment ça survient, il faut savoir comment les choses se sont préparées à la base. Mais c'est ça, comment ça survient là? Absolument. Absolument, c'est juste une question de terminologie. En général, les gens entrent dans le mariage sans préparation. On a l'impression qu'aller se marier, bon, ben, c'est juste... c'est un effet de mode. Un effet de mode, on achète une robe de mariée, un costume, et puis on s'en va à la mairie, on fait les choses, et puis on vient. On fait des photos sur Internet, sur Instagram. Et voilà, on poste ça, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais ce n'est pas vrai. Le mariage se prépare. Et quand on parle de préparation du mariage, je ne parle pas de préparation de la cérémonie de mariage. Les gens dépensent des millions dans la préparation de la cérémonie de mariage, mais ils ne dépensent rien, absolument rien, dans ce qui les attend dans le mariage. Combien de personnes achètent un bouquin qui parle de mariage? Combien de personnes vont à un séminaire qui parle de mariage? À des retraites, tout ça? À des retraites pour se préparer au mariage. Presque personne. Du coup, on assiste à ce genre de choses. Entrer dans une famille avec des enfants, ça veut dire qu'on va dans une famille qui a 3 pieds. Monsieur, madame et les enfants. Monsieur, madame et les enfants. Donc ça fait 3 pieds. Du coup, les choses ne se passent pas comme si on était ensemble, monsieur et madame, et on fait des enfants. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans une famille recomposée, les enfants viennent avec leur éducation, une éducation qu'ils ont eue de sources qui ne sont pas les sources des parents qui sont en présence. Et donc, c'est des choses avec lesquelles il faut devoir s'habituer. Et on ne prépare personne. Madame qui vient dans le couple, par exemple, avec ses enfants, ne prépare pas ses enfants à la rencontre de son nouvel homme. Monsieur qui vient dans le foyer avec ses enfants ne prépare pas sa nouvelle épouse, ses enfants à la rencontre de sa nouvelle épouse. Parce qu'il faut le faire. Je veux me marier avec quelqu'un. Si quelqu'un-là n'a rien à voir avec l'histoire qui m'a séparé de votre maman ou bien de votre papa, ça n'a rien à voir. C'est que j'ai eu mes problèmes antérieurement et puis on s'est séparés. Et là, maintenant, il faut que je refasse ma vie. On explique cela aux enfants. Et on explique à notre nouveau partenaire que mes enfants, ils ont déjà une éducation et on prend le soin d'observer que ces enfants-là ont des manques. Ces enfants-là ont des comportements qui les spécifient. On explique tout ça à la partenaire et on lui donne les outils pour affronter ça. Alors, je vais vous remettre avec une dame qui a ses enfants. Oui. J'ai les miens. Donc, ça veut dire que dès qu'on a commencé à se fréquenter, déjà, moi, je me mets en mode étude pour pouvoir détecter tout ça. C'est un peu ça? Non. Vous avez... Je prends un exemple. Hein. Moi, j'ai des enfants. Je vis avec mes enfants. Et je me suis séparé de leur mère. Donc, je connais plus ou moins mes enfants. On touche du bois. Oui, je touche du bois. Ça n'arrivera même pas. Voilà. Donc, je vis avec mes enfants et donc j'apprends déjà à les connaître parce que je les fréquente au quotidien. Nous sommes ensemble, j'apprends à les connaître. Donc, quand je fais la rencontre d'une nouvelle personne, à cette personne-là, je dois présenter mes enfants. Quand je parle de présenter, ce n'est pas la présentation physique. À quel moment? Au début de la relation, puis on attend d'étudier la personne d'abord avant de présenter les enfants. Quand je rentre dans la relation, que j'ai des intentions sérieuses avec cette personne-là, je commence déjà à la préparer à rencontrer mes enfants. On entame le processus. Le processus. Quand je parle de rencontrer les enfants, je disais tout à l'heure, ce n'est pas la rencontre physique. C'est la rencontre des comportements de mes enfants. C'est la rencontre des affects de mes enfants. C'est la rencontre des émotions de mes enfants. Je dois lui présenter ces choses-là. Et pendant que je fais ce travail avec la nouvelle femme avec qui j'envisage de vivre. Ou le nouvel homme. Ou le nouvel homme avec qui j'envisage de vivre. Je fais la même chose, le même travail avec mes enfants. Simultanément. Je les prépare également. Donc, cette préparation qui n'est pas physique, elle se fait avant même qu'il y ait la rencontre physique. Donc, quand on fait la rencontre physique, il y a une deuxième étape à laquelle on doit passer, c'est le travail maintenant de séduction. Et dans ce travail de séduction, celui qui est le parent, qui vivait avec les enfants, a un grand rôle et un grand devoir.
Parce que quand il ne joue pas ce rôle, quand il n'accomplit pas ce devoir-là, il y a forcément des problèmes. Et son rôle, c'est quoi? C'est d'être en back-office. C'est-à-dire qu'il est tapis dans l'ombre. Et c'est lui qui dit aux enfants, bon, regarde, tiens 10 000, va acheter ça, il faut offrir à maman. Tiens, il faut telle chose, tu sais, maman, elle n'aime pas ça. Elle aime bien quand on lui donne le petit déjeuner au lit. Donc, va faire le petit déjeuner, va donner ça à maman. Quand l'enfant ne le fait pas, le père l'encourage. Le père l'encourage. C'est comme ça que le travail de séduction se fait. Et quand la maman est là, on lui dit également, tu sais, mon enfant, celui avec qui je vis, il a des habitudes, il a ceci, il a cela. Discutons ensemble de comment est-ce qu'on peut redresser les choses. Et quand tu le fais, il faut lui expliquer. Parce que quand tu n'expliques pas les choses, les enfants, ils ont une façon très rapide d'interpréter. Ce qui guette les couples, les familles recomposées, c'est l'interprétation tous azimuts. On interprète tout de tout le monde. Si maman qui ne fait pas ça, c'est parce que je ne suis pas son fils biologique. Si elle ne fait pas ça avec moi, c'est parce que je ne suis pas sa fille biologique. Si papa, c'est ce genre d'interprétation. Ces enfants-là, s'ils étaient les miens, ils allaient me respecter plus que ce qu'ils font actuellement. Mais on ne comprend pas que tout ça, ça découle en fait de choses qui ont manqué d'être faites au préalable. C'est une stratégie à mettre en œuvre, quoi, et qui implique tout le monde. Tout le monde, toute la maison. Oui, toute la maison. Et même au-delà, même la famille. La grande famille. La grande famille. Tout le monde. Surtout en Afrique, ici, nous, on vit dans la grande famille. Donc, en général, il faut impliquer tout le monde dans ce travail de séduction permanente. Et ça passe, coach, par des étapes difficiles. Surtout au début, où l'enfant, vous vous heurtez à un enfant qui ne vous, comme on dit, qui ne vous calcule pas, qui peut vous lancer au visage des insanités comme ça. Il faut garder son sang-froid parce que c'est un travail de longue haleine. De longue haleine. Et comme je l'ai dit, il y a un travail de préparation à la base. Quand ça manque, c'est en ce moment-là, en général, qu'on assiste à ce genre de choses. Parce qu'il y a un danger qui guette également les familles recomposées. C'est la présomption du lien d'amour filial. La présomption du lien d'amour filial. C'est-à-dire, on suppose que, à tort, hein, on suppose que ma femme, elle est obligée d'aimer mes enfants. Parce que je l'ai choisie, donc elle doit aimer. C'est vrai, elle doit aimer. Mais on ne doit pas présumer que cet amour-là existe naturellement. On doit se mettre en tête que cet amour doit être créé et doit être entretenu. Ou du moins les conditions de cet amour-là doivent être Ça doit être créé. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'homme, par exemple, que vous avez choisi, c'est lui que vous avez choisi. Vous n'avez pas choisi ses enfants. Donc ces enfants, ils doivent être séduits. Parce que quand moi je vais vers une femme, j'aime mes critères pour aller vers elle et la choisir comme compagnon de vie. Donc j'aime mes critères. C'est elle qui répond à mes critères, pas forcément ses enfants. Donc si ces enfants ne répondent pas à mes critères, il faut bien qu'il y ait un travail qui se fasse dans la maison. Avant même d'arriver dans la maison, il faut que ce travail se fasse. Et quand on est dans la maison, il faut que ce travail continue. Il faut que ça continue bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de présomption d'amour filial. Ça, c'est la première, c'est l'erreur à éviter. Penser que non, les choses sont évidentes, non, c'est un package. J'aime bien, j'entends souvent les femmes dire ça, c'est un package, ça prend nous à laisser, tu m'as vu avec mes enfants, tu les prends. Je suis obligé, ça c'est vrai. Mais il faut savoir que l'amour pour ces enfants-là, ce n'est pas naturellement dans mon cœur. C'est à toi et à tes enfants qu'il appartient de créer ça dans mon cœur. Okay. À la mère et aux enfants, au père et aux enfants, de créer ça dans le cœur, par exemple, de la conjointe qui est en face. Si on a cette chose-là claire dans l'esprit, c'est déjà une très bonne chose. Un deuxième point, c'est que, en général, il y a une mauvaise gestion de l'autorité parentale. C'est-à-dire que les parents, ils se contentent de donner à manger, de donner des soins de santé, de donner la protection aux enfants. Et ça limite à ça. Mais on oublie que vous pouvez blesser quelqu'un physiquement. La blessure, elle peut cicatriser. Mais une blessure émotionnelle, c'est difficile qu'elle cicatrise. Donc pendant que, par exemple, la belle-mère, elle donne à manger à l'enfant, il n'y a pas de problème pour ça, elle se plie en quatre pour faire des choses qu'elle doit faire, elle pense que ça s'arrête à ça. Alors qu'il y a la gestion des affects. Quand pendant ce temps, vous lui donnez à manger et dans le même temps, vous frustrez l'enfant, vous lui donnez des paroles qui sont blessantes, il va forcément vous considérer comme un ennemi. Tout à fait, tout à fait. On va revenir là-dessus, mais on a un autre témoignage qui arrive pile maintenant. On y va. C'est un enfant de mon mari, il est avec moi à la maison. Mais quand on lui parle, il n'écoute pas mes soeurs là. Quand on l'envoie
il ne veut pas partir. Souvent, moi, quand il envoie qu'il n'a qu'à faire ça, il est là, il ne veut pas faire. Mais quand c'est comme cela, là, moi, ça me fait mal. Quand tu es dans ma main, il fait tout. Et puis quand on vous envoie, vous ne voulez pas partir. Il y en a qu'à envoyer qui au juste. Celle-là, maintenant, souvent, je suis là comme ça, il me fâche. Et puis, il laisse. Quand il dit à son papa dit que ce sont mes enfants. Il y en a qu'à les avec eux. Et puis, on est là, il parle qu'il dit, il fait, s'il va faire, il fait, s'il ne fait pas aussi, je le laisse. C'est pas évident. Hein. C'est pas du tout évident. Elle a affaire à un garçon qui, vraiment, là, c'est un garçon... Qui, bon, j'ai envie de demander, qui est dans les familles recomposées, quand on va... Avec les garçons, c'est plus difficile avec les filles? Non, on ne va pas aller dans cette caricature. Non, non, je demande, parce qu'il y a des gens aussi qui aimeraient savoir. On nous envoie des messages par rapport à ça. Oui, en général, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réponse. On prend un enfant, c'est un enfant. Un enfant, c'est un enfant. Ça peut être un enfant, ça peut être une fille qui est difficile. On me fait dire par un message de M. Marus Théan que c'est plus avec les filles. Ça, c'est ce que lui pense. C'est son expérience personnelle, mais ce n'est pas toujours vrai. Ça dépend du climat dans lequel les enfants évoluent. Ça peut être un garçon qui est plus facile à gérer, ça peut être une fille qui est plus facile à gérer. Tout dépend de comment est-ce que les choses se passent avant la rencontre en général. Tout dépend de ça, tout dépend du climat. Là, dans le cas concret, c'est le garçon qui... Vous savez, quand les parents, souvent, ils apprécient, les adultes apprécient les choses, ils apprécient les choses de leur point de vue, mais pas du point de vue de l'enfant. L'enfant arrive dans une famille recomposée. Je suis le fils, par exemple, de mon père, mais pas de ma belle-mère. Mais ma belle-mère, elle est venue dans le foyer avec ses enfants, ou elle a des enfants avec mon père. Et ces enfants-là, par exemple, ils ont un traitement qui n'est pas le mien. À raison ou à tort. Ça peut être à raison. Je prends un exemple, on peut aller dans une famille recomposée où je suis l'aîné. Donc on s'est dit, celui-là c'est l'aîné, il doit donner l'exemple, donc on doit être dur avec lui. Donc il y a des choses qu'on ne va pas lui tolérer, qu'on peut tolérer à ses petits frères. Mais on oublie que celui à qui on fait ça, c'est un enfant. Et son jugement n'est pas encore mature. Le jugement de l'enfant, en général, il arrive à maturité autour de 25 ans. Donc le jugement de l'enfant n'est pas encore mature. Donc quand vous le traitez de façon spéciale, et puis... Vous avez vos raisons, qui sont des raisons valables. Hein. Vous voyez, c'est l'aîné. Mais lui, il estime qu'il est victime de discrimination. Et telle chose-là, à moi, on ne tolère pas ça. Parce que ma mère n'est pas à la maison, on tolère ça à mon petit frère. Parce que c'est sa mère qui est là. Ou bien, alors, vous quittez au marché, vous venez, les enfants que vous avez eus de façon biologique viennent, maman est venue, ils vont vous faire le atout ivoirien. Et ça, c'est bon. Mais pendant ce temps-là, le même atout à cet enfant qui n'est pas le vôtre, vous ne lui donnez pas. Il est dans son coin et il ronronne dans son coin. Et quand il a fini ça, ou bien il est en plein ronronnement, et puis en ce moment-là, vous lui dites, mais va à la boutique. Et il dit, ah ben attends, dis ça à ton fils, qu'il y aille lui-même. L'enfant rentre dans une sorte de rébellion systématique. Pas forcément parce qu'il a Justement, le raison. mot est lâché. Hein. On allait en arriver. La rébellion. À quel moment se situe cette rébellion-là? Quand on ouvre les vannes de mauvaise manière, ça provoque indubitablement. En général, c'est cela. C'est-à-dire qu'il faut que les adultes fassent attention à leur comportement vis-à-vis des enfants. Qu'ils sachent que ce sont des enfants qui ont leur jugement qui n'est pas encore mature. Et donc, si vous posez un acte vis-à-vis d'un enfant, avant de poser l'acte, il faut lui expliquer pourquoi. Toi, je te traite de façon particulière parce que tu es l'aîné. Tu es l'aîné. Et je te refuse telle chose-là que j'accorde à ton frère parce que je lui donne les raisons et je fais. Et chaque fois il ne va pas être content parce que ce n'est pas parce que je lui ai expliqué que c'est évident, il va s'aligner tout de suite. Il ne va pas aller dans les rangs tout de suite. Hein. Non, il peut ne pas se mettre dans les rangs, mais il faut que je lui montre que je ne suis pas de mauvaise foi. Et la démonstration de la bonne foi, ça se comprend. Parce qu'on démontre ça avec de l'amour. Et l'amour ne se cache pas. L'amour, ça se voit. L'amour, ça se voit par des preuves d'amour. Il y a des gens qui peuvent venir les bras chargés de présents et on donne à un enfant. Ils n'ont rien dans le cœur. Mais ils n'ont rien dans le cœur. L'enfant, vous n'êtes même pas capable de le prendre et puis de lui faire un câlin. Mais vous le bombardez de bicyclettes, de chocolat, de n'importe quoi. Il prend ça, mais il faut savoir que ce n'est pas ça qui conditionne ses affects. Parce que, je l'ai expliqué la dernière fois à une émission, je disais que les adultes doivent apprendre à connaître le processus de naissance des comportements. Les comportements
d'un enfant comme d'un adulte, ça naît de quoi? Ça naît du conditionnement. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Et quand... J'étais habitué à quoi dans mon environnement? Dans mon environnement. Mon Donc, quartier. C'est tout ça là. Les conversations que j'ai écoutées de mes parents. Tout ça, ça produit à l'intérieur de nous des émotions. Et ce sont les émotions qui nous poussent à poser des actions dans telle ou telle direction. Quand on a compris ça, on ne se contente pas de donner à manger à un enfant et puis croire que tout est fait. On ne se contente pas de ça. On lui fabrique un monde où il se sent bien. Où ses affects sont positifs, où l'enfant a de bons sentiments et ressentiments. Quand on n'a pas pris la peine de créer ça, le constat, on va le faire. Mon enfant, il est rebelle. Est-ce que, coach, une question qui revient de M. Marius, qui est très actif. Alors, est-ce qu'à force de se donner de l'effort, de convaincre les enfants, est-ce que ça ne pâtit pas, ça ne joue pas sur l'amour même qu'on a pour leur maman ou leur papa? Une chose est claire, c'est que les relations entre papa et maman conditionnent en général la bonne ambiance dans la maison tout entière. Donc, il est évident qu'on ne va pas négliger ce qu'on a entretenu comme relation avec notre épouse ou notre époux au détriment de ce qu'on a à faire avec l'enfant. Tout ça, ce sont des choses qui doivent se faire de façon simultanée et concomitante. On doit... Concomitamment. Voilà, pendant que je suis en train de donner des astuces à mon enfant pour conquérir ma femme, dans le même temps, je donne des astuces à ma femme pour conquérir également mes enfants. Absolument. Je fais la même chose. C'est un travail d'orfèvre. Absolument. Je suis en back-office, comme j'aime le dire. Je suis tapis dans l'ombre. Et puis j'actionne les choses. Je parle à ma femme dans le lit. Non, tu sais, maman, l'enfant, quand il fait ça, c'est parce que je ne cherche pas forcément à justifier les choses. Mais je pense que si tu fais les choses de telle ou telle façon, lui, il va pas se braquer. Et le connaissant, voici ses points faibles, voici ses points forts. Allez les enfants, regardez, maman, pour la conquérir, vraiment, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et moi, comme les enfants n'ont pas les moyens, c'est moi qui ai les moyens. Donc, je leur mets les moyens à disposition. Voici ce qu'il faut faire. Allez, va, prends ces parfums-là, ces parfums particuliers, maman aime bien ça. Vas-y, je vais lui faire croire que tu as économisé ton argent et puis tu le lui as offert. Et on fait ça. J'ai fait la même chose à l'enfant. Non, tu sais, ça, tiens, cette barre de chocolat, c'est maman qui a emmené ça du travail. Ou bien alors, maman, tiens, va donner ça à ton enfant. Avec ces choses-là, la conquête devient facile. Ok. Voilà. Merci. La conquête devient facile. La conquête devient facile. C'est une très très belle conclusion. On espère que si vous vivez ce genre de situation-là, vous aurez une conquête facile après avoir écouté bien sûr les conseils de notre coach. Rediffusion de cette émission aux alentours de 14h30. Merci d'être resté en notre compagnie, d'avoir choisi de vous réveiller avec RTI 1 et principalement Matin Bonheur, le rendez-vous de la vraie information, le lieu où l'on s'informe bien tous les matins. Bonne journée. Rendez-vous tout de suite. Rendez-vous avec Monsieur Serge José Amisson, l'agitateur. On y va.